Bonjour à tous. Voilà, donc bienvenue à cette 11e séance des mardis de la construction. Donc le sujet aujourd'hui, ce sera le contrat avec un client privé. Monsieur Markovic, donc de la Confédération, va repasser en revue notre modèle de conditions générales et voir un peu avec vous quels sont les points d'attention et ce sur quoi il faut être attentif. Donc la présentation devrait, comme d'habitude, durer environ 1 heure. Et alors vous aurez la possibilité de poser vos questions via le bouton chat qui se trouve dans le bas de votre écran. Donc le plus simple, c'est de le faire comme ça, donc par écrit, et on reviendra en fin de séance sur vos questions. Les slides et les replays vous seront bien envoyés normalement dès demain comme d'habitude. Voilà, donc je passe la parole à Monsieur Markovic qui va vous parler donc du contrat avec les clients privés. Voilà, bonjour à toutes et à tous. J'espère qu'on m'entend bien. Oui, c'est bon. Voilà, est-ce qu'on voit aussi ma présentation? C'est bon, oui. Parfait. Donc, encore une fois, bonjour à toutes et à tous et merci surtout pour votre présence. Pour ceux qui ne me connaissent pas, donc, je suis juriste à la Confédération en construction de l'arrondissement de Verviers. Et effectivement, le but de la présentation d'aujourd'hui, c'est de faire un petit peu le point, d'une part, sur la formation du contrat avec un client privé, en particulier, donc, surtout un petit peu les points d'attention qui ne sont pas toujours connus de tous. Et d'autre part, de refaire un petit peu le tour de notre modèle de conditions générales qui a récemment été un petit peu adapté suite aux différents changements et différentes actualités, j'ai envie de dire, qui nous ont amené un petit peu l'adapter. La conférence va donc, enfin, la vidéoconférence va donc se passer on va dire en deux parties. La première, effectivement, où je vais présenter les grandes lignes et vraiment les points d'attention lorsque vous travaillez avec un particulier. Et après, nous parcourrons alors le modèle de conditions générales, article par article, avec chaque fois un petit peu une explication, quel est l'objectif de l'article en question, quels sont les pièges. Et naturellement, si vous avez les moindres questions, ben, vous pouvez la poser via le chat ou éventuellement, à la fin de la présentation, vous trouverez aussi mes coordonnées. Donc, si par la suite, quelque chose vous vient à l'esprit ou que vous êtes confronté à un cas particulier, n'hésitez pas alors à revenir vers moi. Il y a peut-être pas mal de points à voir, donc je ne vais peut-être pas rentrer dans tous les détails. L'idée ici de vous, surtout pour la première partie, de présenter les principes généraux. Mais généralement, il y aura aussi dans les slides des liens éventuellement vers le site du SPF qui explique ça aussi en détail. Et de toute façon, comme j'ai dit, je reste à votre disposition. Donc, avant même de commencer, quelques remarques un petit peu préliminaires concernant notre modèle de conditions générales. Ça semble aller de soi, mais l'intérêt d'utiliser des conditions générales à jour est tout de même primordial puisqu'il y a voilà, assez régulièrement des changements, que ce soit au niveau de la législation ou au niveau un petit peu de l'évolution de ce qui se passe dans notre secteur. Cela ne veut pas dire naturellement que vous devez modifier vos conditions générales tous les 2 ou 3 mois. Notre modèle de conditions a été, j'ai envie de dire, tout à fait actuel pendant plusieurs années. Et ce n'est que maintenant qu'il a été légèrement adapté. Et encore, ce n'est pas tout qui a été bouleversé. Donc, autant vous rassurer, une fois que vous le mettez à jour, que vous utilisez, par exemple, le modèle de conditions générales et que vous le mettez sur votre papier en tête au verso de votre devis et vous imprimez X exemplaires, il ne faut pas non plus vous attendre à devoir refaire tout ça d'ici quelques mois. En principe, une fois que vous utilisez celui offert par la Confédération, vous êtes normalement couvert. Nous allons faire naturellement le point, ici je le mentionne déjà, sur un aspect fondamental qui est l'opposabilité des conditions générales, surtout lorsque vous travaillez avec un client privé, parce que c'est une bonne chose d'avoir des conditions générales, encore faut-il qu'on puisse les opposer aux clients. Nous allons donc voir un petit peu quelle est la meilleure façon d'être sûr que les conditions générales rentrent dans le champ actuel, mais encore une fois, je vais en parler plus en détail par la suite. Il est vrai que dans la présentation d'aujourd'hui, on va viser essentiellement les rapports avec les clients privés, donc consommateurs. La première partie, je vais donc invoquer toute une série de règles qui sont prévues par la loi sur la pratique du commerce qui vise à protéger quelque part le consommateur lorsqu'il contracte avec un professionnel. Je vais quand même faire un petit peu aussi un rappel sur la loi sur la protection en matière de relations B2B, donc entre professionnels.
puisque là, il y a aussi quelques changements que je vais vite mentionner. Et alors, en ce qui concerne le modèle des conditions générales, il ne s'agit pas d'un modèle qui est uniquement là pour s'occuper quelque part d'un client privé. On peut aussi tout à fait l'utiliser avec un client professionnel. Il est très équilibré. Juste qu'étant donné qu'un client privé bénéficie d'une protection supplémentaire, ce modèle est assez équilibré. On vise avant tout qu'on ne puisse pas nous reprocher qu'il y a des clauses abusives ou quelque chose comme ça, mais c'est un modèle de conditions générales qui peut très bien servir à un client professionnel. Après, je rappelle que nous avons toute une série de modèles sur notre site de la Confédération, modèles de contrats qui sont spécifiques pour les clients privés, professionnels. Donc, si vous voulez aller plus loin et vraiment conclure un contrat d'entreprise, ces modèles sont là aussi, mais les conditions générales, c'est déjà une très, très bonne base. Les conditions générales sont fort utiles, mais ne règlent pas toutes les situations, d'autant plus que dans certains cas, elles ne peuvent même pas régler toutes les situations. Par exemple, en marché public, une entreprise ne pourra jamais imposer ses propres conditions générales, dans la mesure où cela pourrait être considéré comme une réserve et amener à l'exclure son offre. De même, la loi Braine, qui, malgré le fait qu'il s'agit d'un marché privé, c'est un petit peu une exception qui confirme la règle. En matière de loi Braine, on ne pourra pas utiliser des conditions générales puisque la réglementation est assez formelle. Il y a des conditions très strictes et les contrats loi Braine sont soumis à un formalisme particulier. Mais nous avons encore une fois des modèles de contrats loi Braine qui respectent toutes les dispositions. Donc, si vous êtes amené à travailler dans ce cadre, nous sommes là pour vous aider aussi. Des conditions générales ne pourra pas s'appliquer. Les conditions générales restent assez générales, c'est-à-dire qu'elles s'appliquent à, on ne vise pas une activité spécifique. Ce sont plutôt des aspects juridiques qui visent la vie d'un contrat d'entreprise. Après, si vous avez une activité particulière, des besoins spécifiques, votre modèle peut être évidemment adapté. Vous pouvez prendre contact avec nous et en fonction d'un petit peu de vos expériences ou de vos attentes, on peut réfléchir ensemble pour adapter le modèle, rajouter ou supprimer l'une ou l'autre clause. Ça, c'est toujours possible, évidemment. Les conditions, ça semble aller de soi aussi, doivent toujours être claires et compréhensibles. J'espère que notre modèle, je pense honnêtement, remplit ces critères. Pourquoi? Pour la simple et bonne raison que si vous contractez avec un client et que si vous avez des clauses dans votre contrat ou conditions générales qui ne sont pas claires, en cas de litige, le juge aura souvent tendance, qui est à interpréter en la faveur du client. Finalement, c'est lui, je veux dire, qui n'a pas eu la possibilité d'imposer ses propres etc. Donc, d'où l'intérêt d'avoir des conditions assez claires et compréhensibles. Et alors, dernier point ici, au titre de remarque préliminaire, mais que je vais encore aborder tout à l'heure, ce sont les clauses abusives, naturellement, donc à éviter parce qu'elles sont nulles. Il faut savoir qu'il y a des clauses qui peuvent être considérées comme abusives à l'égard du consommateur, donc du client privé, mais il y a aussi des clauses qui pourraient être considérées comme abusives dans une relation entre deux entreprises. Donc, on va encore aborder ce point-là ultérieurement. Donc, ici, pour la première section, voilà un petit peu les 4 points que je vais aborder concernant la formation du contrat avec un consommateur. Il faut savoir que la formation d'un contrat d'entreprise n'est en principe en marché privé, sauf exception la Brenne, soumis à aucun véritable formalisme particulier. C'est donc vraiment la volonté des parties. Il y a même pas, de manière générale, une obligation à avoir un contrat écrit, mais c'est toujours recommandé, notamment lorsqu'on fait appel à un consommateur. Ce n'est pas uniquement pour lui faire plaisir et pour remplir vos obligations légales, mais c'est aussi pour vous d'avoir une preuve écrite de tout ce qui a été convenu pour tout simplement après, au moment où vous émettez une facture, ben, vous avez du vécu, d'avoir une preuve comme quoi il y a bel et bien eu un contrat. Mais on verra ici que quand vous travaillez avec un client privé, il y a quand même quelques points d'attention et quelques obligations à votre charge. Première obligation, prévue donc par l'article 16 du Code du droit économique, c'est l'obligation précontractuelle d'information. Rien de véritablement neuf ici. En fait, de manière générale, un entrepreneur, lorsqu'il va contracter avec un client privé, il est censé lui fournir toute une série d'informations avant la conclusion du contrat pour qu'il puisse s'engager de manière éclairée. Et cette information doit être fournie de manière claire et compréhensible. À titre d'exemple, l'identité de l'entreprise, les caractéristiques du produit, ainsi que les conditions générales, vente ou entreprise. La liste complète de ces de cette liste, en tout cas de ces mentions, se trouve dans le lien du SPF que je vous ai cité en dessous. Et alors, il ne faut pas oublier que de manière générale, vous avez en tant qu'entrepreneur toujours un devoir d'information et du conseil vis-à-vis du maître d'ouvrage et c'est encore plus renforcé si le client est un profane, donc un privé.
En fait, par rapport à cette obligation d'information précontractuelle qui vise donc un petit peu tout, par rapport à ce point-là, il n'y a pas une obligation de le faire par écrit. Donc ça n'est pas mentionné dans la loi, il faut juste, quelque part, correctement informer le client. Non, naturellement, c'est au niveau de la preuve que ça risque de se poser, le jour où le client conteste, où il y a vraiment un litige, d'où je rappellerai plusieurs fois au cours de la séance, quand même la nécessité ou en tout cas la recommandation de travailler toujours sur base d'un devis écrit, ou en tout cas d'écrit, sachant qu'évidemment, à titre d'exemple, c'est aussi dans votre, intérêt. Par exemple, au niveau de l'obligation précontractuelle, il vaut mieux alors fournir les conditions générales. Je reviendrai encore sur l'opposabilité, mais voilà, exemple, si vous n'avez pas communiqué les conditions générales au client privé, ou que vous lui avez peut-être communiqué, mais vous n'avez pas gardé une preuve de cela, si par la suite, à la fin des travaux, vous joignez uniquement vos conditions générales à la facture, par rapport à un privé, ça risque de ne pas lui être opposable. S'il le conteste, il pourra dire: «Ben non, je n'ai pas eu toutes les informations», et encore une fois, au niveau des conditions générales, c'est vraiment en amont, c'est-à-dire au moment de conclure le contrat, que doivent être portées à la connaissance du client. Donc, cette information précontractuelle, cette obligation précontractuelle d'information existait déjà avant. À elle seule, comme j'ai dit, il suffit quelque part d'informer le client même verbalement, parce qu'un contrat généralement peut être conclu, en tout cas sauf certaines exceptions, uniquement verbalement, mais il y a déjà c'est un premier point qui fait en sorte qu'il vaut mieux avoir un contrat, un devis écrit avec toute une série d'informations, comme ça on est sûr, que vous êtes en ordre à ce niveau-là. On va alors un cran plus loin en quelque sorte, et ici par contre on est, on va dire, dans un cadre plus précis et là on rentre vraiment dans une obligation d'avoir un écrit, c'est-à-dire en matière de prix, d'indication de prix de produits et de services. C'est également une obligation qui est prévue par le code du droit économique. Et en fait la distinction, pour la petite information, entre les services qu'on appelle homogènes et non homogènes. Donc sans rentrer dans les détails, en fait, les services homogènes, ce sont des services qui ont des caractéristiques, des modalités identiques et similaires, des services quelque part qui se ressemblent, d'un client à l'autre, entretien d'une chaudière, aménagement d'une cheminée. C'est pas quelque chose de vraiment sur mesure et donc là, la réglementation dit que vous devez quand même en principe, lorsque vous, effectuez un tel service pour un client, bien indiquer par écrit, le prix de manière non équivoque et le prix mentionné devrait être le prix total, c'est-à-dire avec la notamment avec la TVA. Par contre, pour les services qu'on appelle non homogènes, c'est-à-dire c'est dans les services qui ont vraiment des particularités propres qui sont un petit peu de sur mesure, soit, disons-le franchement, la plupart des services de la construction, puisque quand vous effectuez des travaux comme un petit peu plus complexes que des simples entretiens ou réparations, et ben, on est toujours un petit peu du sur mesure, j'ai envie de dire. Alors là, il y a un arrêté royal assez ancien qui prévoit une obligation, mais en principe, c'est seulement si le consommateur le demande, de lui fournir un devis si vous êtes naturellement disposé à exécuter les travaux et si vous le fournissez ce devis, il doit contenir toute une série de mentions obligatoires. Donc, dans le slide suivant, je vous ai cité un petit peu qu'est-ce que doit contenir ce devis au minimum. Donc, il doit y avoir évidemment toute une série d'informations sur l'identité de l'entreprise, sur la nature des prestations exécutées, le prix, éventuellement la validité, et une estimation de la durée de la prestation. Donc ça, c'est si vous êtes vraiment dans le cadre d'un service qu'on appelle non homogène, que le client vous demande un devis, alors vous êtes normalement censé lui fournir un devis qui contient toutes ces informations. Encore une fois, nous avons sur le site de la Confédération des modèles de documents, des modèles d'offres qui normalement et naturellement contiennent déjà toute une série, d'informations. Donc ça, c'est évidemment un point à garder en tête. Un autre aspect qui est peut-être assez méconnu et qui est prévu aussi dans la loi sur les pratiques du commerce, normalement, si vous demandez à un consommateur un acompte pour une prestation effectuée à une date ultérieure, vous êtes obligé de lui remettre un bon de commande qui reprend également des mentions minimales, notamment le prix, la quantité, tout ce qui concerne le service qui va être réalisé, mais notamment aussi le montant de la compte payée. Donc ça, c'est aussi un point qui, je pense, est assez méconnu. Donc, quand vous procédez à un acompte, il faut savoir que l'acompte n'est pas quelque chose de réglementé nécessairement en droit privé. Donc, vous pouvez demander un petit peu le montant que vous voulez, sachant que si vous allez trop haut, ben, le client risque d'être un petit peu réticent. Mais à partir du moment où vous demandez un acompte, il faut alors fournir un bon de commande qui sert quelque part un petit peu de preuve que cet acompte a été payé. Encore une fois, dans l'autre sens, avoir une preuve qu'un acompte a bien été payé, c'est aussi pour vous un point positif puisque ça permet de prouver que le client a bien conclu le contrat, qu'il s'est bien engagé vis-à-vis de votre
l'entreprise, parce que j'ai déjà connu des cas où des clients négociaient, demandaient des devis continuellement à l'entreprise. Un acompte a même déjà été payé et finalement le client disait que c'était une simple erreur et qu'en fait, il n'a jamais voulu s'engager, que c'est juste à titre d'information. Or, avec toute une série d'éléments comme ça, vous pouvez déjà prouver qu'il y a bien eu un contrat. Donc, après ces 3 points, pour résumer, si au cas où je ne me suis pas bien fait comprendre, il est toujours recommandé de travailler sur base de devis, d'écrits. Vous avez notamment indiqué le prix, etc., le prix hors TVA plus la TVA. Donc, l'idéal, c'est vraiment mettre le prix hors plus TVA total. Et en fonction un petit peu de la situation, un maximum d'informations, en particulier lorsque vous travaillez avec le consommateur. Un quatrième point qui n'est pas des moindres, où je ne vais peut-être pas non plus rentrer dans tous les détails, puisque nous avons pas mal d'informations sur le site de la Confédération Construction là-dessus, mais je tiens quand même à vous rappeler un petit peu les grands principes. Ça fait déjà depuis quelques années que ces types de contrats sont réglementés et quand même d'une façon un petit peu plus stricte. Ce sont donc les contrats hors établissement. Qu'est-ce qu'un contrat hors établissement? Comme l'indique son nom, c'est un contrat qui est conclu avec un client consommateur, donc je parle bien d'un client privé, en dehors des locaux de l'entreprise. Par exemple, lorsque vous vous rendez chez un client privé, vous lui remettez directement le devis et qu'il signe directement chez lui. Dans ce cas de figure, on va dire, la ratio legis, c'est-à-dire le fondement de cette loi, en fait, est que le client, dans ce genre de cas de figure, il a eu un petit peu trop de pression, n'a pas eu le temps de réfléchir avant de s'engager pleinement. Et donc, c'est pour ça qu'il est protégé davantage. Ce n'est pas le seul cas de figure où on appelle ça un contrat rétablissement. Si vous allez démarcher un client, par exemple, vous avez un stand lors d'une foire ou bâtiment ou que sais-je, et qu'ensuite le client vient à votre entreprise, on peut aussi considérer que c'est un contrat au rétablissement. Euh, Qu'est-ce qui implique lorsque vous êtes dans ce contrat de rétablissement? Qu'est-ce que cela implique? Alors, 2 choses principalement. La première, c'est que dans ce cas-là, vous avez une obligation d'information renforcée à l'égard du consommateur. Donc, parler de l'obligation contractuelle au premier point, ici, on va un cran plus loin et il faut vraiment le faire par écrit. Il y a toute une série d'éléments sur lesquels il faut informer le consommateur. Et alors, le deuxième point, c'est que le consommateur dispose d'un droit de rétractation de 14 jours à dater de la conclusion du contrat. Vous devez normalement l'informer de ce délai de rétractation, puisque comme on le verra sur le slide suivant, si vous ne l'avez pas informé, il pourrait en théorie porter ce délai de rétractation à 12 mois. Donc naturellement, c'est fort embêtant. Imaginez, personnellement, je n'ai pas encore rencontré ce cas de figure, mais vous êtes bien dans un contrat au rétablissement, vous n'avez pas informé correctement, vous vous engagez déjà, vous avez quelque part peut-être même acheté du matériel, peut-être même commencé les travaux. En pure théorie, là, c'est comme ça. Le client pourrait vous dire, bah, écoutez, vous ne m'avez pas informé, j'avais un délai pour me rétracter de 4 jours, bah, et maintenant de 12 mois, bah, en fait, moi, j'annule sans frais, je ne veux plus m'engager avec vous. Encore une fois, voilà, ici, je vais un petit peu loin, mais il faut garder en tête ce principe. Alors ici, je vous ai donc joint dans les slides un tableau récapitulatif qui reprend bien un petit peu tout ce que je viens d'expliquer et bien plus encore. Donc, dans quel cas de figure est-ce que nous sommes dans un contrat d'établissement? Ça, c'est la première colonne à gauche. Les conséquences, donc l'obligation renforcée d'information, le délai de rétractation. C'est un autre point lorsque nous sommes dans un contrat d'établissement, c'est qu'on ne peut demander aucun acompte dans les 7 premiers jours. Les sanctions, donc notamment ce délai de 14 jours prolongé de 12 mois, mais éventuellement même d'autres types de sanctions. Mais pour quand même avoir vous présenter quelques aspects positifs, c'est que le droit de rétractation n'est pas applicable dans certains cas de figure, c'est-à-dire notamment lorsqu'il y a des travaux urgents que le client vous demande, par exemple, pour réparer sa chaudière qui a cassé. Dans ce cas-là, il n'y a pas de droit de rétractation, mais en théorie, il faut l'informer du fait qu'il n'a pas ce droit de rétractation. Donc vous allez me dire, c'est quand même fort lourd comme obligation. Quelle est la solution? La solution, en fait, c'est d'essayer d'éviter, s'il est possible, de tomber sur les contrats au établissement. Et vous allez me dire comment est-ce qu'on fait ça? Soit conclure les contrats dans les locaux de votre entreprise, ou alors vous concluez les contrats au moyen de communication à distance, donc soit via mail, soit via envoi de courrier. Un exemple, vous pouvez très bien vous rendre chez le client, lui émettre un devis, expliquer un petit peu le service que vous lui proposez. Et ensuite, le client vous le renvoie soit par mail, soit éventuellement par courrier à l'entreprise. Et comme ça, vous avez une preuve qu'il y a eu quelque part un délai entre le moment où vous lui avez soumis le devis, qu'il a bien eu le temps de réfléchir et qu'il vous l'a renvoyé. Comme ça, on évite de tomber dans le hors établissement. Si vous n'avez pas le choix et que vous êtes quand même dans un contrat hors établissement, encore une fois, sur notre site de la Confédération, nous avons des modèles de contrats spécifiques qui précisent
hors établissement dans lequel il y a toutes les informations et notamment le formulaire type dans lequel on prévoit qu'il y a bien un délai de rétractation de 14 jours. Donc, si vous êtes vraiment dans ce cas de figure, utilisez bien notre modèle. Donc voilà un petit peu par rapport à cette première section où j'invoque un petit peu les points d'attention lorsque vous travaillez avec un client privé. Vous l'aurez bien compris, aussi bien dans votre intérêt que pour respecter les obligations imposées par la loi, essayez dans la mesure du possible de travailler sur base d'écrits assez complets, utiliser nos modèles de vie ou de contrat d'entreprise. Nous allons donc tout doucement passer vers le deuxième point, c'est-à-dire l'analyse du modèle de la confédération. Je vais encore faire un petit point sur les clauses abusives parce que je vous ai promis que j'allais un petit peu aborder ce point-là. Mais juste avant cela, encore une fois, rappel, en ce qui concerne l'opposabilité des conditions générales. Donc, comme j'avais dit au début, un contrat d'entreprise peut être simplement en verbal ou ça peut être un échange de mails, ça peut être un bon contrat d'entreprise en bonne ou due forme de 15 ou 20 pages, mais ça peut tout simplement être un devis signé. Et le cas échéant, si vous voulez que vos conditions générales soient opposables au client, particulier si c'est un client privé, il faut quelque part garder la preuve, avoir la preuve comme quoi le client a bien eu connaissance des conditions générales et qu'il les a bien acceptées. Donc, dans cette mesure, quelle est la solution la plus prudente? De travailler sur base d'offres écrites qui reprennent les conditions d'entreprise au verso, avec une mention explicite au recto au bas du document, comme je le mets ici dans les slides, que l'acceptation de la présente offre emporte l'acceptation des conditions générales reprises au verso. Je comprends que ça peut être un petit peu du chipotage, etc. Mais au moins là, vous avez la certitude que le client ne pourra pas dire: «Ah non, moi, on ne m'en a pas communiqué, je ne les ai pas lus, elles ne s'appliquent pas», etc. Puisque ça peut être un élément, quand même un sujet de litige. À titre d'exemple, si vous prévoyez, par exemple, sur vos devis que vos conditions générales se trouvent sur le site internet de votre entreprise, ça a déjà été jugé comme insuffisant puisque, voilà, le client n'a pas eu connaissance, peut-être que le site ne fonctionne pas ou je vais un petit peu trop loin, que le client n'a pas les connaissances informatiques pour aller aussi loin. De même que si vous annexez avec une feuille séparée les conditions générales, j'espère que ce n'est pas souvent le cas, mais on peut toujours tomber sur un client qui va vous dire: «Ben non, moi je n'ai jamais reçu l'annexe». Donc comme j'ai dit, l'idéal, c'est vraiment de joindre vos conditions générales en verso de vos devis. Si vous travaillez finalement par des offres via mail, beh, là, bien s'assurer que les conditions générales sont dedans aussi, idéalement dans le mail ou dans le même fichier peut-être que le devis, et bien avoir l'acceptation du client pour être sûr que c'est acceptable. Rien ne vous empêche évidemment de le joindre aussi à la facture, mais vis-à-vis d'un consommateur, donc d'un client privé, si c'est uniquement à la facture, ça risque de ne pas passer. Par rapport à un professionnel, s'il ne le conteste pas, ça pourrait aller aussi, mais comme j'ai dit, c'est vraiment au moment de la conclusion du contrat que c'est l'idéal voilà, de savoir sur quoi les parties sont mises d'accord et de bien informer le client, surtout si c'est un particulier. Alors j'en reviens à aux fameuses clauses abusives et la liste noire, comme on l'appelle. Donc ici, je suis encore dans le cadre du consommateur, donc du client privé. Il faut savoir que vous ne pouvez pas mettre tout et n'importe quoi dans vos conditions générales, ni même comme clause dans votre contrat. Et qu'est-ce qui est considéré quelque part par le SPF comme ou par la réglementation comme abusive? C'est toute clause qui, soit seule ou combinée avec d'autres, crée un déséquilibre entre les droits et les obligations des parties au détriment ici du consommateur. Hem, je parle bien d'un déséquilibre entre les droits et les obligations, donc c'est l'aspect plutôt juridique. Une clause ne pourra pas être considérée comme abusive juste parce que le prix du service est trop élevé. Là, le client l'a accepté et c'est quelque part son problème. De même sur la nature du service lui-même, à moins que ce soit quelque chose qui est forcément prohibé par la loi. Non, ce qui compte, c'est naturellement le fait de créer c'est quelque part un déséquilibre, d'abuser vraiment de la position et se réserver quelque part certains droits. Je vais, dans le slide suivant, présenter notamment des clauses qui sont considérées d'office comme abusives, puisqu'on a une liste noire de clauses qui, dès que finalement elles rentrent dans cette catégorie, elles sont considérées comme interdites et nulles. Et donc, ça peut déjà vous donner un bon exemple, mais il faut savoir qu'il n'y a pas que ces clauses-là. Vous pouvez très bien créer une nouvelle clause qui va quand même être considérée comme abusive parce qu'elle crée ce fameux déséquilibre entre les droits et obligations. Voilà un petit peu ce n'est pas la liste complète, vous la trouverez dans le lien que je joins ici dans les slides. Mais par exemple, lorsque vous prévoyez une clause où votre entreprise réserve le droit d'augmenter unilatéralement, sans vraiment critère objectif, le prix. Ah, non, c'est interdit. Pareil, si vous vous réservez le droit de fixer ou modifier unilatéralement, le délai de livraison
ou encore une clause, parce que je vais peut-être pas toutes les parcourir, une clause où vous limitez ou en tout cas par exemple excluez carrément toute votre responsabilité en cas d'une exécution défectueuse de votre part. Ça risque d'être considéré aussi comme une clause abusive. Donc, bien garder en tête, comme j'ai dit, la liste, elle est sur le site du SPF. En principe, si vous utilisez notre modèle de conditions générales, les clauses qui sont dedans ne sont pas abusives. Mais voilà, c'est vrai que parfois, je rencontre des entrepreneurs qui souhaitent mettre des choses, je comprends naturellement, pour protéger un maximum. Mais il faut faire attention parce qu'en cas de litige, le juge risque de considérer que la clause est abusive et qu'elle est nulle. Parfois, c'est juste la clause elle-même, mais s'il considère que c'est vraiment l'ensemble des conditions générales qui va trop loin, alors il pourra décider que les conditions générales ne s'appliquent pas. Alors, comme j'avais dit, cette histoire de clause abusive ne vise pas uniquement les consommateurs, puisque depuis la loi du 4 avril 2019, donc depuis 2020, la liberté contractuelle a aussi été quelque part limitée au niveau des relations B2B, donc entre entreprises. Et donc, il y a des règles un petit peu similaires à celles sur les consommateurs qui ont aussi été introduites. Et donc, dorénavant, voilà, il faut savoir que dans les contrats entre professionnels, on ne peut pas non plus mettre tout et n'importe quoi. Si vous voulez, il y a trois types de clauses ou d'articles qu'il faut éviter. Ce sont tout ce qui est un petit peu, qui crée un abus de dépendance économique d'une partie à l'égard de l'autre, tout ce qui est un petit peu pratique déloyale au sens du droit économique, mais surtout, donc, encore une fois, des clauses dites abusives qui créent ce déséquilibre manifeste, un petit peu comme pour les particuliers. Et là aussi, vous avez une liste noire qui sont des clauses qui sont d'office interdites, mais aussi une liste grise, qui sont des clauses qui, a priori, sont présumées comme abusives, sauf preuve contraire. À titre d'exemple, comme clause noire, j'ai envie de dire, donc vraiment interdite par les lois, c'est par exemple lorsque votre contractant se réserve seul le droit à l'interprétation d'une ou plusieurs clauses du contrat, ou une clause qui exclut ou limite l'accès à la justice, c'est-à-dire une clause qui prévoit qu'en cas de conflit, vous renoncez à tout recours en justice contre votre contractant. Ça, c'est des clauses qui sont considérées comme noires, donc d'office abusive. Après, il y a une liste aussi de clauses grises, donc vous pouvez éventuellement apporter la preuve contraire, que donc elles ne sont pas abusives, un petit peu compte tenu du cas d'espèce. Et là, on se rapproche un petit peu de ce qu'on a vu avec les consommateurs, c'est-à-dire les clauses qui permettent de modifier unilatéralement le contrat ou les clauses qui font peser le risque économique uniquement sur une partie qui ne devrait normalement pas les supporter. Voilà, encore une fois, vous trouvez plus d'informations ici sur le lien du site du SPF. Si vous avez besoin de plus d'informations, n'hésitez pas à me revenir. Mais voilà, c'est un point aussi à garder en tête que tout ne se fait pas non plus, y compris entre deux entreprises. Comme j'avais dit au début, n'hésitez pas à vous servir de nos modèles de documents. Elles se trouvent sur notre site internet, dans la rubrique à gauche modèle de documents, et vous y avez 4 sections, 2 relatives à la fiscalité, une relative un petit peu à la gestion du personnel droit social, mais surtout une qui parle plutôt du droit de la construction, et c'est là que vous avez tout ce qui est modèle de conditions générales, modèle de contrat d'entreprise, de sous-traitance. Donc là, vous avez nos modèles qui sont actuels, mais en cas vous pouvez aussi venir et je peux éventuellement vous les transférer. Voilà, donc nous arrivons finalement au vif du sujet, c'est-à-dire l'examen de notre modèle de conditions générales qui se trouve encore une fois sur notre site internet. Une simple demande, je peux vous l'envoyer aussi. Je n'ai peut-être pas mis ici chaque fois dans le contenu même de l'article dans les slides, mais je vais les parcourir et comme ça pour vous expliquer ce qu'il y a dedans et chaque fois un petit peu faire des remarques à propos de ces articles, pourquoi est-ce qu'ils sont utiles et dans quoi ils protègent vos intérêts. Le premier article qui est un classique, c'est un article qui concerne la durée de validité de vos offres. Dans notre modèle de conditions générales, on précise qu'en principe, vos offres sont valables pendant une période de 30 jours calendrier, que naturellement, vous êtes engagé que si à un moment donné, l'acceptation du client vous parvient dans ce délai et que toute modification par le client, éventuellement, ne sera valable si elle sera acceptée par écrit par votre. Ça paraît logique en quelque sorte, mais je pense qu'il est utile de rappeler qu'il faut limiter la durée de validité de vos offres. Nous, on prévoit 30 jours, vous pouvez prévoir moins ou plus. Mais le problème, en fait, c'est si vous ne le prévoyez pas, vous êtes tenu par votre offre, vous vous engagez à une durée quelque part indéterminée. Imaginez, voilà, vous ne prévoyez pas de limitation. Une fois que vous vous engagez, bah, quelque part, votre part du deal, elle est là. Vous émettez la volonté de vous engager. Et en fait, il suffit d'avoir l'acceptation du client, surtout si c'est un privé, pour que le contrat soit valablement formé. Si le client vous revient 3 mois plus tard avec le deal signé, et que vous n'avez pas limité la durée de validité de vos offres,
vous serez en principe engagé. Or, on a bien vu récemment avec la problématique de l'augmentation des prix et le problème avec le bois, l'acier, et cetera, que ce qui est valable aujourd'hui ne l'est peut-être pas demain. Donc c'est pour ça que ça vaut la peine quand même de limiter la durée de validité de vos offres pour ne pas avoir de nouvelles surprises, quitte à ce que si ça vous arrange, acceptez quand même de poursuivre le contrat. Mais si au-delà de 30 jours, le client ne vous a pas revenu, ben, en tout cas, vous n'êtes pas obligé de contracter aux mêmes conditions. L'article 2 est un article relatif au paiement, un article classique aussi. Comme j'avais dit au début de la réglementation, le prix mentionné doit être un prix total TVA comprise, donc idéalement, c'est bien de ventiler le prix TVA et TVA dans votre devis. On prévoit donc toute une série de choses, notamment que la TVA, taxes et charges et toutes les modifications sont à charge du contractant. Et ensuite, cet article prévoit un petit peu, notamment le classique, parfois les entreprises ne disposent que de cette clause-là dans les conditions générales. À défaut de payer dans un délai de 15 jours de l'envoi de les factures, il y a un intérêt sans mise en demeure et de plein droit, un intérêt au taux de 8,5% par an, avec notamment une indemnité aussi forfaitaire qui est à charge du client. Ici, il ne faut pas oublier que le code du droit économique, comme je l'ai indiqué dans les slides, prévoit que si vous prévoyez des montants et dommages-intérêts qui sont sans, on va dire, proportion, qui dépassent manifestement l'étendue du préjudice, heu, alors ça peut être considéré comme une clause nulle et finalement elle sera écartée par le juge. C'est pour ça que nous, dans notre modèle, on a prévu ce taux d'intérêt de 8,5%. Ainsi qu'une indemnité forfaitaire de 10%, ce n'est pas nécessairement quelque chose qui est prévu par la loi, mais c'est ce que nos juristes ont considéré comme quelque chose d'assez équilibré. Il faut savoir qu'il existe déjà des taux d'intérêt prévus par la loi, aussi bien à l'égard des consommateurs que des professionnels que dans les marchés publics. Et donc, souvent, ce qui se passe lorsque une entreprise prévoit des taux trop élevés ou des indemnités trop élevées, alors, en cas de conflit, le juge ramène quand même, puisqu'il en a le pouvoir, à revoir les intérêts et il les ramène finalement à ce qui est prévu par la loi. Donc, il ne faut pas aller trop, trop loin, j'ai envie de dire. Et nos montants, je pense, en tout cas, sont quand même quelque chose d'assez raisonnable. Un autre point qui est important à signaler, et je vais y revenir dans un autre article, c'est que quand vous travaillez avec un particulier, donc je précise uniquement avec un particulier, lorsque vous prévoyez une clause pénale, donc une clause qui sanctionne le client s'il ne respecte pas cette obligation, le cas échéant ici s'il ne paye pas dans les délais, euh, la loi sur les pratiques du commerce précise qu'il faut normalement prévoir une réciprocité, c'est-à-dire la même chose dans l'autre sens. Je sais que ça ne fait pas plaisir, mais en fait, en gros, si vous prévoyez une clause qui sanctionne le client s'il ne paye pas dans les délais, vous devez en principe avoir une clause pour que soit valable qui va dans l'autre sens, c'est-à-dire qui prévoit une petite indemnité à votre charge au profit du client si vous ne respectez pas vos obligations. On y reviendra par la suite puisque nous avons un modèle prévu ça dans l'un de nos articles. L'article 3, qui ne demande peut-être pas énormément d'explications, c'est un article concernant la révision du prix. Il faut savoir qu'en marché privé, contrairement au marché public, la révision de prix n'est pas obligatoire. C'est uniquement si les parties ont décidé d'en inclure une. Elles sont relativement libres de choisir, en tout cas, la formule également. Il faut donc savoir si c'est opportun de prévoir une telle clause, puisque la révision peut s'opérer tant à la hausse qu'à la baisse. Et donc, l'idée, de manière générale, c'est d'envisager peut-être plutôt pour les contrats de longue durée, où là, peut-être qu'elle trouvera effectivement son utilité. Il s'agit néanmoins d'une clause, pour votre information, qui a été adaptée dans notre modèle de conditions générales, parce que vous avez peut-être entendu parler du fait que l'indice I 2021 est entré en vigueur et il sera amené à remplacer progressivement l'ancien indice I, qui est donc l'indice dont on sert dans la formule de révision. L'ancien indice n'était plus vraiment en phase, n'était plus vraiment adapté à la réalité économique du marché. Et donc, on est venu le remplacer, la Mercurial l'a remplacé avec l'indice I 2021, qui donc, comme j'ai dit, en marché privé, bah, si vous prévoyez malgré tout une formule, bah, prévoyez une autre formule ou en tout cas une autre, mais qui reprendra en tout cas l'indice I 2021. Et en tout cas, dans les marchés publics, normalement, pour les marchés futurs, il faut bien faire attention dans les cahiers des charges, la formule qui est reprise prévoit bien l'indice I 2021 et pas l'ancien indice. Donc ça, c'est par rapport à la révision du prix. L'article 4, ils sont tous relativement importants, mais celui-ci est particulièrement important à mon sens. C'est un article qui existait déjà dans notre ancien modèle, mais suite à tout ce qui s'est passé avec donc la pénurie des matériaux et l'augmentation un petit peu du prix des matériaux, bois, acier, etc., a quand même amené pas mal de réflexions chez nos juristes, et c'est pour ça que nous avons en quelque sorte adapté
notre modèle en tout cas notre article dans notre modèle de clause. Cet article précise donc que votre offre tient compte des circonstances et des mesures connues en vigueur le 10e jour avant la date de l'offre. Et après, il précise que si ultérieurement, il devait y avoir des circonstances et mesures imprévisibles ou qui constituent une force majeure, je résume, cela donne aux parties la possibilité de demander quelque part une révision des conditions contractuelles. Donc, concrètement, soit prolongation du délai ou éventuellement une indemnité ou un partage de frais. C'est très important puisque en droit privé, si vous ne prévoyez rien dans votre contrat, alors vous n'allez en principe pas avoir de possibilité légale de pouvoir adapter les conditions contractuelles, même quand il y a un cas quelque part de force majeure qui arrive. Ce n'est pas le cas dans les marchés publics où là, il y a quand même une disposition qui prévoit qu'il faut voilà, qu'en cas de circonstances imprévisibles, il faut dénoncer dans les 30 jours et les circonstances par écrit. Et ça vous ouvre éventuellement droit à une sorte de négociation avec le client, le maître d'ouvrage. En marché privé, ce n'est pas automatiquement le cas. Donc, c'est pour ça que ça vaut toujours la peine d'avoir un article dans ce sens qui vous ouvrira donc la base, au moins de négocier avec le client. Je veux dire, ça ne va pas solutionner d'emblée la problématique, mais au moins vous avez une clause qui, si le client a bien accepté les conditions générales, pourra vous donner le droit à ouvrir une conciliation, comme je l'ai dit, prolonger le délai d'exécution ou éventuellement demander une indemnité ou partager les frais avec le client. On prévoit dans notre modèle aussi, c'est que lorsque vous êtes confronté à un cas de force majeure ou une suggestion imprévue, il faut quand même le signaler rapidement à l'autre partie par écrit, un peu comme c'est le cas en marché public. Et grâce à ça, comme je l'ai dit, ça vous permet voilà, de prolonger ou suspendre le délai d'exécution ou éventuellement demander une sorte d'indemnisation au client. Encore une fois, les cas sont légion, hein. Maintenant, avec l'augmentation des matériaux, avant la variation du pur et du pire, ou toute une série de choses. C'est passé avec le Covid, évidemment, l'année passée. Donc ça, c'est vraiment une clause très utile. À défaut d'avoir une telle clause dans le contrat, en principe, il sera difficile, voire même impossible, de contraindre le client à un petit peu revoir les modalités du contrat, sauf si le client est de bonne foi et qu'il accepte de le revoir comme un accord. Voilà, c'est important. Je pense que cette clause, ça vaut quand même la peine que vous y jetiez un coup d'œil et que vous la repreniez dans vos conditions générales ou de contrat d'entreprise. L'article suivant concerne les modifications et travaux supplémentaires. Il s'agit en quelque sorte plus d'un rappel qu'autre chose, sachant que, en fait, la loi déjà précise que normalement, lorsqu'il y a des travaux supplémentaires qui sont commandés, eh bien, il faut obtenir par l'accord du client sur le prix, etc. Mais surtout, je pense que c'est aussi dans votre intérêt et c'est dans ce sens-là que va l'article des conditions générales, d'avoir effectivement une trace écrite des suppléments qu'on vous commande. J'ai eu un nombre incalculable d'entreprises qui sont venues me consulter en disant que, voilà, ils avaient bel et bien un devis écrit parce que, comme j'ai dit au début, c'est la première chose, c'est bien d'avoir une preuve qu'un contrat a été conclu parce que parfois les clients jouent avec vous et après, voilà. Mais aussi, dans le cas des travaux supplémentaires, on a déjà eu des cas où les clients, tout se passait bien, les clients ont demandé verbalement des suppléments, tout va bien. Et puis, au moment de payer, le client accepte éventuellement de payer ce qu'il y avait dans le début d'origine. Mais par contre, au niveau des suppléments, ah non, moi, j'ai rien demandé, il n'y a aucune trace. Alors, si vous avez éventuellement des échanges, mails, SMS ou autres, ça peut servir comme commencement de preuve, mais rien ne vaut quand même un accord écrit quelque part, signé par le client et à ce niveau-là, il ne faut pas nécessairement rentrer trop dans les détails. Nous avons un modèle au niveau de la Confédération Construction d'une sorte d'avenant qu'on peut signer. Mais ce que nous avons aussi, et ce carnet est disponible à la Chambre sur simple demande, c'est un petit carnet rectangulaire où en gros vous remplissez, ça prend 2-3 minutes un petit peu, une commande de travaux supplémentaires. C'est du papier très léger comme ça. Une fois que vous le remplissez, vous gardez une copie pour vous et l'autre, vous vous la donnez pour le client ou plutôt l'inverse, vous donnez au client et vous gardez la copie pour vous. Et ça vous permet, rien qu'avec ce bout de papier, si vous le conservez précieusement, d'avoir déjà une preuve comme quoi, effectivement, il y a eu une commande. Parce que, comme j'ai dit, j'ai beaucoup d'entrepreneurs qui reviennent avec des difficultés à être payés pour des suppléments. Pas vraiment être payés, évidemment, pour l'une ou l'autre raison, mais surtout pour les suppléments. Et le problème, c'est qu'à défaut d'avoir une confirmation écrite, il y a déjà des entrepreneurs qui sont venus avec des photos en me montrant, regardez, j'ai la preuve comme quoi ces travaux ont bel et bien été exécutés. Mais bon, malheureusement, ce n'est pas une preuve éventuellement suffisante. Donc, encore une fois,
toujours avoir un écrit. Et si jamais ce n'est pas possible quelque part d'avoir directement une confirmation écrite, que le client vous demande verbalement, vous rentrez chez vous et éventuellement, ne serait-ce qu'envoyer un mail ou quelque chose comme ça pour avoir vraiment une trace et vous demander une confirmation du client. Ça, c'est vraiment quelque chose de très important. Puisque à défaut, vous n'allez pas avoir de preuves. Et alors, si jamais il y a éventuellement des adaptations et des modifications de prix ou des délais, comme j'avais expliqué au début, le faire de manière unilatérale, ce n'est pas possible. Il faut avoir aussi un accord écrit du client quand il y a des changements au niveau du engagement et tout ce qui est prévu dans le contrat. L'article 7, c'est un article qui concerne les délais d'exécution. C'est un article très utile puisque, comme j'ai expliqué à un moment donné, il est interdit, donc c'est considéré comme une clause abusive, de fixer ou modifier unilatéralement le délai de livraison d'un produit ou par ailleurs d'un service. Qui plus est, lorsque vous travaillez avec un client particulier, il faut savoir que dans le cas où vous vous engagez à livrer un bien meuble qui sera ensuite incorporé, si vous n'avez pas prévu un délai contractuel, normalement, c'est 30 jours. Et donc, c'est quand même fort court. Si vous ne respectez pas ce délai de 30 jours ou si vous ne respectez pas le délai que vous avez fixé contractuellement, un client est en droit, en théorie, de vous demander un délai supplémentaire et si vous ne le respectez pas, il pourrait résilier le contrat. Il pourrait même être dispensé de vous octroyer un délai supplémentaire si vraiment le délai, ou en tout cas le délai d'exécution, faisait partie, on va dire, d'un élément essentiel de la convention. Donc, gardons en tête ces différents aspects. C'est pour ça que, au niveau de notre modèle, nous avons prévu différentes choses. Nous avons prévu que le délai d'exécution est bel et bien prévu en jours ouvrables. C'est important parce que ça vous laisse déjà une plus grande marge de manœuvre. On prévoit par ailleurs dans notre modèle ce qui n'est pas considéré comme jour ouvrable, donc les samedis, les dimanches, les jours fériés légaux, les jours de vacances annuels, le repos compensatoire, mais surtout aussi les jours où, à cause des intempéries, il n'a pas été possible de travailler pendant 4 jours. Donc, je veux dire, si vous avez déjà dans vos conditions générales bien prévu que le délai est exécuté en jours ouvrables, on a bien écarté toute une série de jours en disant que ce ne sont pas des jours ouvrables, et qu'à côté de ça, vous prévoyez un délai d'exécution assez long, quitte à terminer éventuellement plus tôt, eh bien, vous êtes déjà quelque part couvert et vous ne vous exposez pas éventuellement à des indemnités en cas de retard, etc. Ça va peut-être de soi pour certains, mais c'est quand même un point à garder en tête aussi, et c'est pour ça que nous en parlons dans nos conditions générales. Et alors, une autre remarque, c'est que, voilà, comme j'avais dit au début, la délai d'exécution et la date de démarrage des travaux doivent normalement être précisés clairement dans l'offre. Ça, c'est un détail aussi à ne pas oublier. Alors, toujours dans le cadre de cet article 7, j'ai mentionné tout à l'heure cette fameuse réciprocité, c'est-à-dire lorsque vous prévoyez dans vos conditions générales une sanction à l'égard du client particulier, et ici notamment dans le cas où il payerait pas, ou il payerait en retard, pour que cette clause soit valable, il faut prévoir une réciprocité, c'est-à-dire une sorte de clause qui vous sanctionne si vous-même vous êtes en retard, vous ne respectez pas vos obligations. Donc, nous avons prévu cette clause, on va dire, c'est dans l'article 7, c'est le dernier paragraphe, il est en italique. Pourquoi? Parce que ça ne s'applique qu'à l'égard d'un privé, qu'à l'égard d'un consommateur. Donc, si jamais vous travaillez avec un client professionnel, vous pouvez tout à fait supprimer ce passage en italique. Il ne faudrait pas donner à votre client plus de droits que ce à quoi il a droit et qui se retourne éventuellement contre vous après. Vous verrez que cette clause, elle est à compléter. Euh, Cela étant, il faut indiquer un montant par jour calendrier si vous êtes en retard. Malheureusement, je n'ai pas actuellement de jurisprudence qui se prononcerait sur à combien va correspondre ce montant. Nous le limitons à un maximum de 10% des travaux dans notre modèle. Après, il n'y a pas vraiment de montant dont je pourrais vous dire c'est trop ou trop peu élevé. Ça dépend un petit peu de la situation. Il ne faut peut-être pas prévoir 20 cents, mais il ne faut pas aller trop loin, puisque voilà, si à un moment donné vous êtes effectivement en retard et que ce retard vous est imputable, à vous ou votre sous-traitant, vous serez tenu. Finalement, j'ai envie de dire, par rapport à cette réciprocité qui pose pas mal de problèmes à certains entrepreneurs qui se disent: «Mais l'idée d'avoir des conditions générales dans lesquelles je mets des clauses qui me sanctionnent moi-même, c'est quand même aller un petit peu loin».
Ça, c'est malheureusement la réglementation. Donc, soit si vous voulez prévoir, puisque comme j'ai dit, cette réciprocité ne doit être là que si vous-même prévoyez une sanction à l'égard du client. Soit vous jouez le jeu, vous prévoyez une clause qui prévoit des indemnités à charge du client en cas de retard de paiement, et si vous voulez être sûr qu'on ne va pas déclarer votre clause comme étant nulle, vous jouez cette réciprocité et prévoyez dans l'autre sens la clause dont on parle ici. Soit vous dites, ben non, je prends le risque, vous prévoyez quand même uniquement la clause qui sanctionne les clients uniquement dans un sens et vous ne prévoyez pas de réciprocité, sachant que vous dites, voilà, il faut vraiment que ça aille devant le tribunal, etc., pour qu'on me le reproche, sachant que les clients sont de plus en plus informés avec Internet, des connaissances juridiques, etc. Ou alors, vous ne prévoyez pas de sanction à l'égard du client en cas de retard de paiement, tant que la loi prévoit de toute façon, en cas de retard du paiement, déjà un intérêt, mais qui sera peut-être moins élevé que ce que vous prévoyez dans vos conditions générales. Donc, ça, c'est un petit peu ce que je peux vous dire naturellement, à vous de décider. L'article 8, c'est une clause qui prévoit la résiliation, une clause de dédit qu'on appelle ça. Elle rappelle en fait l'application de l'article 1794 du Code civil. De quoi parle cet article? En fait, tout simplement, un maître d'ouvrage, privé ou professionnel, peut toujours résilier un contrat d'entreprise sans avoir de raison valable même, mais naturellement, s'il le fait, il doit vous dédommager de votre préjudice. Donc tout ce qui a déjà été exécuter comme travaux, éventuellement les commandes ou même éventuellement le manque à gagner. Quel est l'intérêt de notre clause si c'est d'office prévu par la loi? Eh bien, notre clause, elle rappelle tout cela et surtout, elle fixe un montant déjà forfaitaire en disant que d'office, si le client met un terme à contrat sur base de 1794, donc je ne vise pas ici une exécution fautive de votre part. C'est vraiment si le client à un moment donné dit je change d'avis, je me rétracte alors que le contrat a bien été fermé, vous avez droit normalement à 20% du montant des travaux qui n'ont pas été exécutés, mais on prévoit que vous gardez le droit de prouver un dommage réel plus important s'il est plus élevé que les 20%. En gros, vous aurez en principe droit à minimum 20%, même plus si vous arrivez à prouver que votre dommage est plus important. Naturellement, cette clause doit aussi être appliquée de façon un petit peu raisonnable. Si le client a conclu avec vous et que 2 jours plus tard, il dit: «Bah, écoutez, moi, je ne veux plus travailler, voilà, ce n'est plus possible pour moi», peut-être 20% d'indemnité de ce qui n'a pas été exécuté risque peut-être d'être considéré comme, en tout cas dans ce cas de figure, comme un petit peu disproportionné. Mais voilà, sachez que cette clause, elle est là et que voilà, si le client sans raison résilie le contrat, vous avez, comme j'ai dit, normalement 20% d'office, plus sur base éventuellement de justificatifs et les plus importants, le droit à être indemnisé de tout votre préjudice que vous avez subi suite à cette annulation. L'article 9 concerne la réception des travaux. En fait, la réception des travaux, contrairement au marché public et à la loi Brenne, en marché privé, elle n'est, comme la plupart voilà, de principes, n'est pas déjà réglée par la loi. C'est-à-dire que c'est vraiment un petit peu la volonté des parties qui prime. Vous êtes libre de prévoir une seule réception ou une réception en deux temps. Il faut néanmoins que ce soit quand même, il vaut mieux que ce soit prévu dans le contrat. Surtout, au niveau des modalités de la réception, c'est quand même toujours mieux, d'avoir une réception en bonne et due forme pour avoir une preuve que cette réception a été effectuée, pour avoir une date claire de la réception, parce qu'à défaut, ça peut éventuellement poser des problèmes de preuve. Comme je l'invoque ici dans les slides, déjà, comme je dis, vous pouvez librement prévoir les modalités de réception, mais par contre, un entrepreneur ne peut pas se réserver la possibilité de déterminer lui-même, tout seul, si l'exécution est conforme ou pas. Ça reste le client qui va finalement accepter que les travaux ont été bien exécutés ou non. Euh, c'est l'entrepreneur qui a finalement, en cas de contestation, la charge de la preuve que ces travaux ont bien été réceptionnés. Et si par exemple vous prévoyez une clause qui dit que la réception est acquise par le simple emménagement dans les lieux, bah, disons, ça peut être contestable aussi. N'oublions pas qu'effectivement, une réception peut être tacite. C'est-à-dire que différents éléments, différentes choses qui finalement, mises l'une à côté de l'autre, peuvent amener à finalement décider que oui, dans ce cas de figure, il y a bel et bien une réception. Si le client a bien payé le montant des travaux, si le client a pris possession de l'ouvrage, qu'il n'a pas émis de remarques dans un certain délai, oui, une réception tacite reste possible. Et d'ailleurs, c'est le cas dans beaucoup de chantiers, surtout des chantiers on va dire, d'ampleur assez limitée. Mais même dans ce cas de figure, ce qui pose problème, c'est un petit peu la date, quelque part, de la réception. En plus, éventuellement, du fait même de dire est-ce que la réception a été octroyée ou non. Donc, si c'est possible, dans une certaine mesure, utiliser éventuellement notre modèle de PV de réception provisoire, parce que ça, c'est vraiment
fort important. Comme je dis, si les travaux ne nécessitent pas une double réception, puisque dans notre modèle, on parle de double réception, vous pouvez supprimer le passage à la double réception. Vous ne prévoyez qu'une seule réception, et dans la plupart des travaux en marché privé, je pense que c'est amplement suffisant. Et alors, nous avons quand même prévu dans notre article, pour vous éviter quelque part voilà, de se compliquer la vie, que normalement, lorsque les travaux sont terminés, la réception est effectuée dans les 15 jours suivant l'achèvement des travaux. Bon, idéalement, alors, avoir un petit rendez-vous avec une réunion avec le client pour bien faire la réception, utiliser éventuellement notre PV ou autre pour avoir une preuve comme quoi la réception a bien été effectuée. Mais on prévoit dans notre modèle que si il n'a transmis aucune remarque par avoir recommandé dans les 15 jours suivant l'achèvement des travaux, normalement, ils sont considérés comme acceptés et réceptionnés après ce délai de 15 jours. Donc, vous avez quand même une base ici pour dire que oui, effectivement, si les travaux sont bien terminés et qu'il n'y a pas de remarque de la part du client, eh ben, normalement, la réception est censée être accordée. Après, moi, à titre personnel, je vous conseille quand même, dans la mesure du possible, d'avoir une trace écrite, d'autant plus que la réception, elle est importante pour d'autres points. Il est important, et ça c'est prévu dans nos conditions générales, de prévoir, si vous avez deux réceptions, de dire que la réception provisoire vaut agréation des travaux. Pourquoi? Parce que c'est au moment de l'agréation des travaux que sont couverts tous les vices apparents de l'ouvrage, mais aussi c'est l'agréation des travaux qui fait courir les différentes responsabilités, c'est-à-dire la décennale ou les vices cachés manuels. Donc c'est pour ça que cet article est assez complet, mais il est fort important. On y prévoit aussi d'autres choses intéressantes, comme le fait que le client ne peut pas vous refuser la réception pour des petites imperfections ou petites finitions inachevées qui sont inférieures à 10 du montant total des travaux. Ça ne veut pas dire que vous ne devez pas régler le problème et qu'il ne peut pas vous faire une petite retenue éventuellement pour ce qui reste à faire, mais il ne peut pas vous refuser la réception de manière un peu abusive, juste parce qu'il y a une petite partie qui va encore être réglée. Hem Et alors, on prévoit aussi dans notre modèle, une formule un petit peu classique, qui prévoit que si à un moment donné, il y a des légères différences de couleur, de dimension, de construction, toute une série de choses qui, d'un point de vue technique, sont inévitables, beh, ça ne peut pas non plus, conduire à refuser la réception. Donc c'est un article très complet. En résumé, ce qu'il faut retenir, c'est que, voilà, cet article vous protège déjà pas mal. En théorie, il prévoit que si le client ne vous revient pas dans les 15 jours de la réception, il est censé l'avoir accepté. Mais bon, retenez quand même que rien ne vaut une bonne réception en bonne et due forme, même si je comprends parfaitement que parfois c'est un peu compliqué, d'avoir le client. Mais en tout cas, c'est pour ça que la clause est formulée de cette. L'article 10, c'est un article très important aussi qui vise les vices cachés véniels que j'ai déjà invoqués lorsque je discutais tout à l'heure, enfin, juste avant de la réception. Je ne vais peut-être pas rentrer dans les détails parce que, sauf erreur de ma part, ma collègue Lorraine Montelier a fait justement une conférence, un webinaire qui parlait vraiment en détail des vices cachés véniels et de la responsabilité décennale. Ici, je vais juste faire un petit rappel sur les deux régimes. Donc, ici, la responsabilité décennale que vous connaissez tous, qui est appelée garantie décennale, mais c'est une responsabilité parce que c'est un régime sur base de fonds. Elle nécessite différentes conditions que j'ai énumérées ici et elle est valable pendant 10 ans à dater de l'agréation de l'ouvrage. Donc encore une fois, si c'est une seule réception, c'est à partir de la réception, mais s'il y a une double réception, ça vaut la peine de prévoir dans vos conditions générales que c'est la provisoire qui emporte l'agréation, comme ça le délai commence à courir. La responsabilité décennale, elle est d'ordre public. Ça veut dire qu'on ne peut pas y toucher. On ne peut pas la modifier contractuellement, on ne peut pas la réduire. Donc, c'est pour ça qu'on n'en parle pas dans nos conditions générales. Alors ici, petite remarque, j'ai déjà eu le cas où des clients sont revenus vers des entrepreneurs en leur demandant une sorte de confirmation comme quoi la garantie décennale couvrait, enfin, qu'ils étaient bien couverts par la garantie décennale. Donc là, prudence, il faut bien expliquer au client qu'en fait, il ne faut pas du tout rappeler, il ne faut pas du tout lui donner une garantie décennale. C'est une responsabilité qui est déjà prévue par la loi. Donc, lorsqu'on est dans un contrat d'entreprise de travaux, le client n'a pas quelque part à être inquiété. Si les conditions seront remplies, des conditions ici, contrat d'entreprise, vice grave qui affecte la solidité et stabilité du bâtiment, et surtout faute de la part du constructeur, alors la responsabilité décennale va jouer. Il ne faut pas, à un moment donné, rentrer trop dans le jeu du client et lui donner par écrit ou dans les conditions, ou en général dans le contrat, une sorte de garantie décennale qui pourrait en fait être interprétée comme quelque chose d'autre qui est prévu par la loi, quelque chose de supplémentaire. J'ai déjà même des entreprises qui ont été plus loin, qui voulaient offrir des garanties décennales de 20 ans.
moi, évidemment, je déconseille de rentrer un petit peu dans ce jeu-là. Si vraiment le client, vous voyez qu'il a envie d'être assuré, alors à la limite, on peut lui envoyer une confirmation comme quoi les travaux, la réception des travaux entraînera bien, enfin, l'agréation finalement des travaux, comme ça vous vous protégez aussi un petit peu, et que finalement fera courir le délai pour la responsabilité décennale selon les conditions prévues par la loi. C'est un petit peu du chipotage, mais là, vous ne rappelez que ce qui est prévu par la loi, vous rassurez le client et vous êtes sûr que vous ne vous embarquez pas dans une histoire de garantie supplémentaire qui pourrait un petit peu se retourner contre vous. Parce que si vous octroyez des garanties supplémentaires que ce que prévoit la loi, alors vous devez les honorer. La loi, le contrat d'entreprise, en principe, n'est soumis, une fois que la réception on dirait donnée, est accordée, il n'y a que la responsabilité décennale et la responsabilité pour vice caché véniel. Tout ce que vous donnez en plus, eh bien, il faudra après quelque part l'assumer. Donc, comme j'ai dit, la responsabilité décennale n'est pas visée dans nos conditions générales parce qu'elle est d'ordre public. Par contre, les vices cachés véniels, que moi j'appelle un petit peu la petite sœur de la décennale, ça, ce n'est pas d'ordre public. Donc, on peut l'adapter un petit peu contractuellement. En principe, c'est aussi 10 ans, comme la responsabilité décennale, mais on peut la réduire. Je mets ici dans les slides les différentes conditions, mais encore une fois, je ne vais pas rentrer dans les détails parce que ma collègue en a déjà parlé lors du webinaire précédent. Mais ce qui est important de savoir, c'est que dans les conditions générales, on essaye de la réduire un minimum, mais sans pour autant aller trop loin. On dit que finalement, vous êtes responsable pendant 2 ans à dater de la réception provisoire. Encore une fois, si vous ne prévoyez rien, c'est 10 ans. Que le vice doit être dénoncé dans les 2 mois de sa découverte par le client et qu'une action en justice doit être entamée dans 1 an de sa découverte aussi. Donc, ça, comme j'ai dit, ça permet de réduire au maximum cette responsabilité, mais pas de le faire de façon abusive parce que nous avons déjà eu un retour, comme quoi il y a eu, avant, nous prévoyons, je pense que c'était 1 an il y a quelques années, et il y a déjà eu un jugement du tribunal qui disait que c'était quand même trop court de passer de 10 ans à 1 an. Donc, pour le moment, c'est 2 ans. Et jusqu'à preuve du contraire, je n'ai pas eu de décision disant que c'était trop court. L'article 11, c'est un article assez utile également. C'est un article classique qui prévoit le transfert de risque. En fait, si dans notre tel qu'il est rédigé, on prévoit tout d'abord que le consommateur doit veiller, en tout cas le client doit veiller à ce que les matériaux, marchandises ou installations puissent être stockés en toute sécurité. Ça va de soi, mais bon, c'est comment ça se passe sur un chantier. Mais surtout, on prévoit un transfert des risques au fur et à mesure de l'incorporation des matériaux. Le risque est à charge du client. Pourquoi est-ce que c'est important? Parce que si vous ne prévoyez rien, les risques restent à votre charge jusqu'à la réception. C'est-à-dire que si à un moment donné, il y a quelque part un cas de force majeure, imaginez, vous travaillez sur une toiture et pendant la nuit, des oiseaux viennent de donner des coups des dents et ils cassent un petit peu tout, eh ben, si vous ne prévoyez rien, le client pourra dire, ben non, c'est à votre charge. Alors que si vous prévoyez bel et bien une clause de transfert de risque, euh, c'est en fonction, comme j'ai dit, d'incorporation au fur et à mesure que les matériaux sont incorporés, que les risques sont transférés sur le client. Donc, c'est quelque chose qui peut un petit peu vous aider quand même. Après, naturellement, on ne parle pas des cas de figure où vous avez manifestement manqué à une obligation, mais quand c'est vraiment un cas de force majeure, il est important de voir qu'une fois que vous avez effectué les travaux, que vous avez incorporé le matériel, c'est pour le client s'il a le moindre problème et pas attendre la réception provisoire pour se transférer les risques. L'article 12, bah, c'est un article qui accompagne souvent le transfert de risque, mais ici, c'est un petit peu plus compliqué. C'est la clause de réserve de propriété. En gros, qu'est-ce que la clause de réserve de propriété? Elle prévoit qu'en fait, même après leur incorporation, les matériaux que vous livrez restent votre propriété. Le client n'en est que détenteur jusqu'à ce qu'il paye entièrement le service. C'est-à-dire que si à un moment donné, il ne paye pas, en théorie en tout cas, après une mise en demeure, vous avez le droit de récupérer ce que vous avez mis en place. Donc je sais que de façon pratique, c'est un petit peu difficile, mais au moins c'est une clause qui permet d'avoir un petit peu, mettre un petit peu une pression sur le client. Néanmoins, l'utilité pratique de cette clause est quelque part limitée au niveau juridique. Parce que tout d'abord, si vous voulez le rendre opposable au tiers, comme la banque, le curateur, etc., mais aussi dans le cas où il est incorporé et mélangé avec une autre partie de l'ouvrage et donc il est impossible de juste retirer on va dire la pièce, ce qui est souvent le cas en matière de contrat d'entreprise, il faut l'inscrire, au registre des gages. Donc il faut vraiment passer par le registre des gages pour chaque contrat, pour chaque réserve de propriété, pour finalement créer une véritable sûreté. Donc c'est sûr que c'est déjà un petit peu compliqué, un petit peu lourd et par ailleurs, si le co-contractant est un consommateur, on va un cran plus loin et normalement
il faut que la clause de réserve de propriété soit établie au plus tard au moment de la livraison et qu'elle soit bien acceptée par le consommateur dans un document où il donne son consentement. Donc, il faudrait presque à la limite, comme je disais tout à l'heure, en bas de vos devis, lorsque vous prévoyez que les conditions générales se situent au verso et qu'il les a bien acceptées par sa signature, etc., il faudrait à la limite faire une mention en bas de vos devis, comme quoi il y a aussi une clause de réserve de propriété. C'est quand même quelque chose qui limite dans la pratique l'utilité de cette clause. Et donc, souvent, en fait, elle est un petit peu là pour plus faire peur, mettre la pression sur le client qui ne connaît pas nécessairement tous les tenants aboutissants. Elle peut naturellement vous servir dans certains cas de figure lorsque finalement toutes les conditions sont remplies, mais comme j'indique ici dans les slides, il y a quand même des formalités. Le seul fait d'avoir uniquement la clause dans vos conditions générales risque peut-être de ne pas être suffisant, surtout par rapport à un consommateur. Il faut faire idéalement un petit rappel à la première page au bas de vos devis et surtout, l'idéal, c'est de l'inscrire au registre des gages. Le prochain article, c'est un article relatif au GDPR. Ici non plus, je ne vais peut-être pas tout parcourir parce que je pourrais faire un webinaire juste sur l'aspect GDPR. Il faut savoir que nous avons sur notre site internet toute une rubrique avec toute une série d'informations sur le GDPR, des modèles de contrats, modèles de registres, etc. N'hésitez pas à me revenir au cas de besoin si vous voulez, parce que j'ai un dossier à vous transmettre et je peux vous accompagner un petit peu dans les démarches. La clause ici dans les conditions générales, c'est juste une partie de ce qu'il faudrait idéalement faire pour être en ordre au niveau de la réglementation. Donc, c'est une clause de 3-4 paragraphes qu'il faut juste compléter avec le nom de votre entreprise, qui explique un petit peu aux clients ses droits et obligations. Mais je mentirais si je vous dirais que juste avec cette clause, vous êtes totalement en ordre au niveau GDPR parce que vous avez toute une série d'obligations à l'égard du client, à l'égard de vos travailleurs, éventuellement de vos sous-traitants, aussi à l'égard des personnes à qui vous transmettez des données. Donc, il y a tout ce dossier qui est, et je pense même que voilà, je l'ai mis dans le site, dans le slide. Vous allez dans gestion d'entreprise vie privée, onglet vie privée sur notre site internet, et vous trouvez des explications détaillées. Ça semble peut-être à première vue assez compliqué, mais il vaut mieux se mettre en ordre à ce niveau-là. Je sors un petit peu ici du cadre de ce webinaire, mais en cas de besoin, n'hésitez pas à me revenir. Les premières sanctions étant tombées, le secteur de la construction n'est peut-être pas celui qui est visé en premier, mais il faut quand même rester vigilant parce que voilà, l'autorité de protection des données, qui est l'ancienne commission vie privée, est quand même là pour contrôler et sanctionner un petit peu tout ça. Donc, n'hésitez pas à me revenir. Mais en tout cas, voilà, avec la clause de les conditions générales, vous avez déjà un premier élément, mais il faut idéalement aller quand même un cran plus loin. Et alors, l'article 14, celui-là, il ne demande peut-être pas nécessairement beaucoup d'explications. C'est un article classique qui concerne un petit peu l'application des tribunaux. Donc, je vous ai rappelé ici un petit peu les dispositions légales. C'est qu'il faut garder en tête, c'est que, en fait, si le client est un consommateur, vous ne pouvez pas, une entreprise ne peut pas se réserver la possibilité d'aller devant la juridiction de son choix. Donc, c'est pour ça que nous, on précise que si le client est un consommateur, eh ben, il assignera devant les tribunaux du domicile siège de l'entrepreneur. C'est ce qui est prévu notamment dans la loi. Donc, voilà, ce qu'il faut retenir, c'est qu'on ne peut pas, face à un consommateur, faire un petit peu ce qu'on veut, mais c'est un article très bien rédigé et en tout cas, il ne demande pas vraiment de précision particulière. Il rappelle également l'existence de la commission de conciliation qui, lorsque vous travaillez avec un particulier, que vous avez un litige et que vous ne voulez peut-être pas nécessairement amener le litige devant les tribunaux, vous pouvez faire appel à cette commission qui, comme l'indique son nom, c'est une commission qui est là pour concilier les parties. Ça ne peut pas aboutir nécessairement à un accord, mais ça peut vous épargner des frais et c'est quand même quelque chose qui est là. Donc, ça figure aussi du document si jamais vous demandez un petit peu de quoi on parle. Donc voilà, comme j'ai dit, c'est pas mal d'informations. J'ai peut-être été un petit peu vite, mais mon idée, c'était vraiment de vous exposer les points de vigilance par rapport lorsque vous travaillez avec un compte contract avec un client privé et de faire vraiment un petit peu le point des différentes clauses. Encore une fois, en cas de besoin, n'hésitez pas à me revenir, poser vos questions. Si vous voulez adapter le modèle ou rajouter quelque chose à votre activité, je suis évidemment à disposition. Si vous voulez obtenir d'autres modèles ou plus d'informations sur les différents points invoqués, je suis là également. Vous trouverez ici mes coordonnées mail dans le dernier slide. Et alors voilà, je vous remercie pour votre attention. J'étais peut-être un petit peu plus long que prévu, mais comme j'ai dit, il y avait pas mal de points que je souhaitais partager avec vous. Donc, n'hésitez pas à me poser éventuellement des questions maintenant ou éventuellement par mail, à moi ou votre confédération locale. Attention. Merci beaucoup. Donc, ouais, je le redis aussi, n'hésitez pas à poser vos questions soit dans le chat ou alors à éventuellement réactiver votre micro. Peut-être juste quand même une question. Donc, dans l'article 1, vous parliez des 30 jours de validité par défaut. Oui, tout à Est-ce qu'il y fait. a un minimum
imposer? Est-ce qu'on peut dire, ben voilà, moi j'estime que mon offre elle est valide 10 jours, elle est valide 5 Pour moi, jours? non. Pour moi, non. C'est les 30 jours, c'est vraiment nos juristes qui ont fait une sorte un petit peu de moyenne qu'ils estimaient raisonnable. Donc, votre offre peut très bien être valoir 10 jours. Peut-être comme trouver un délai, on va dire, raisonnable qui permettra aux clients, surtout si c'est un privé, de bien un petit peu prendre connaissance des informations et de bien se poser les bonnes questions. Mais je ne vois pas en quoi une dizaine ou une quinzaine de jours pourrait vraiment poser problème. Si le client après revient en disant: «Bah, écoutez, non, voilà, moi, si j'ai signé, je veux que vous vous engagez avec moi», je pense qu'une quinzaine de jours, je dirais, ça me semble raisonnable. Peut-être une dizaine de jours me semble un petit peu tôt, un peu court, mais en cas de litige, c'est vraiment le juge qui interprétera, à voir si c'est un peu abusif, mais c'est quelque chose de très raisonnable. Très bien. Dans l'article 4, donc concernant les circonstances imprévues, Oui. est-ce que le client est obligé d'accepter la renégociation? Ça, c'est évidemment une bonne question puisque c'est une question de conciliation. Si rien n'est prévu, bah là, le client n'est pas du tout obligé. Si ici, vous prévoyez une telle clause, alors les parties, un petit peu comme c'est le cas dans les marchés privés, ça ouvre le droit à une négociation un petit peu de bonne foi. Si le client accepte, tant mieux. Si le client n'accepte pas, alors, ben, le cas échéant, il faudra aller devant le tribunal et là, c'est le juge qui se prononcera un petit peu sur votre demande, est-ce qu'elle est quelque part disproportionnée ou non. Mais cet article vous donne en tout cas le droit de demander d'ouvrir une porte à la négociation. Après, est-ce que le client est d'accord? Bah, non, non, c'est le client peut ne pas être d'accord, mais c'est pas pour autant qu'il n'abuse pas quelque part de ce droit. Si vraiment ici, imaginons, dans le cadre de l'augmentation du prix des matériaux, si vous avez une augmentation, j'imagine, de 70 ou 80% et que vous avez bien prévu une clause, que vous avez bien informé le client et qu'à un moment donné, le client, malgré tout, s'obstine, peut-être que si vous mettez à sa charge toute l'augmentation, je dirais que c'est peut-être aller un peu trop loin, mais si vous proposez une sorte de partage de frais, une partie à votre charge et une partie au client, je ne vois pas pourquoi il refuserait. Et si vraiment là, il refuse, alors c'est le juge qui estimera s'il le fait de manière quelque part de bonne foi, puisqu'il ne faut pas oublier qu'il y a la bonne foi dans l'exécution de là aussi. Donc, cette clause, voilà, c'est vrai qu'elle ne vous permet peut-être pas d'office de solutionner le problème, mais elle vous ouvre la porte à la négociation. C'est pareil en marché public, où là aussi, la réglementation dit simplement que dans les 30 jours d'une circonstance imprévue, vous devez le dénoncer pour avoir quelque part le droit à, par la suite, introduire une demande d'indemnisation. Mais là, rien ne dit que le pouvoir adjudicateur est obligé d'accepter. C'est de nouveau une conciliation entre les parties où les deux parties doivent un petit peu faire preuve de bonne foi compte tenu des circonstances. Très bien, merci. Je Avec ne plaisir. vois pas d'autres questions, donc je ne sais pas s'il y a des gens qui veulent réactiver leur micro éventuellement. Euh, Si pas, ben, il me reste à vous remercier pour votre participation. Merci, Monsieur Markovitch, pour votre présentation. Euh, voilà, donc merci à tous et une excellente fin de journée à tous. Au revoir. Merci. Merci encore une fois. Au revoir.